bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour mon cher Laurent. Salut Karetch. Ça va bien ? Ça va super et toi ? Bah ça va très très bien. J'ai très soif aujourd'hui. Ça tombe bien, j'ai prévu du stock. Génial. Je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode de la Bière Patrie Déguste et surtout le premier de cette nouvelle saison, la 4e du nom. Avant de commencer, on avait terminé la saison avec toi et tu nous avais présenté le festival Biérez-vous. Comment est-ce que ça s'est passé cette édition ? Eh ben super bien passé. Donc c'est la première fois que le festival se déroulait dans la ville de Sydney au Parc Saint-Roch. Oui. Et pour cette édition, on a réussi à réunir 32 brasseries sur 3 jours. Oui. Grâce à l'aide aussi d'une 50aine de bénévoles. Et alors on a eu 4000 visiteurs sur le site présent sur les 3 jours. C'est top ça. C'est ce que vous espériez ou c'est au-delà de vos espérances? 4000, ça paraît beaucoup déjà. Alors les autres éditions, on en tourné autour des 3000, Ah oui. 3000, un peu plus que 3000. Ici donc on espérait au moins avoir ce nombre de participants, Oui. car le lieu se prêtait peut-être un peu plus à avoir plus de monde. Et donc on est très content en tout cas de l'affluence. Les brasseurs aussi ont remis un feedback assez content aussi, et voilà, on prépare déjà l'année prochaine. Super. Vous avez eu le temps avec vous ou il a quand même plu un tout petit peu? On a eu de la chance, il a plu mais uniquement pendant les heures de fermeture du festival. Ah, super ça. Donc c'était vraiment bien. De temps en temps, il faut un peu l'attraper parce qu'en Belgique, c'est quand même pas toujours évident. On avait commandé les créneaux. C'est vrai? Ouais. Faudrait que tu me files quand même l'adresse parce que C'est mon petit secret. je ferai appel à toi si tu veux, tu goupilleras la chose. Mais pour revenir à notre épisode, on va déguster aujourd'hui ce qu'on appelle les India Pale Ale, plus communément abrégé en IPA. Est-ce que tu aimes ça, toi, Laurent? Tu en dégustes régulièrement? Alors c'est probablement un de mes styles préférés, même si j'aime un peu tout. Mais pour moi, ça sort un petit peu du lot parce que j'adore vraiment le houblon, la fraîcheur et le côté un peu floral, herbacé, fruité. Donc. Ouais. Ok. Alors moi, j'en bois, mais moi par contre c'est pas un... Tu cours pas après. Voilà, exactement. Après, si j'ai la bonne personne pour en boire une, j'hésite pas, je saute sur l'occasion. Donc voilà. Aujourd'hui, on va déguster une référence belge de l'IPA, une référence bien de chez nous entre guillemets. C'est la fameuse Delta de chez Brussels Beer Project, BBP, comme on les a raccourcis. Enfin, c'est long à dire tout le temps Brussels Beer Project. Donc voilà, BBP. J'aimerais, sur le temps que tu nous ouvres cette première bière, évoquer un petit peu l'identité visuelle de BBP. Ils ont alors on aime ou on n'aime pas parce que c'est relativement simple entre guillemets comme identité, comme visuel surtout. Mais par contre dans un rayon de supermarché ou encore mieux chez un caviste, ça s'identifie très facilement. Cette fameuse ligne en diagonale là, d'une autre couleur que le reste de l'étiquette. Voilà, je ne suis pas spécialement fan du visuel, je vais dire, parce que bon, c'est pas ultra travaillé, on va dire, mais par contre le fait de pouvoir identifier ça, je trouve ça vraiment chouette. J'ai très très soif. Écoute, on va commencer par déguster, hein. Est-ce qu'on la sert? Ah, ce son là est toujours très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur cette bière-là, sur le temps que tu nous sers ce premier verre? La Delta IPA, il nous annonce... Ah, je vais te laisser faire alors du coup. Oh, quel professionnel, c'est magnifique. Et elle est bien servie. Un petit peu d'ASMR dans le podcast. Donc la Delta IPA, ils nous annoncent ça comme une saison IPA. Alors on en reparlera un tout petit peu plus tard
dans quelques instants. 6% d'alcool, un EBC à 18 et un IBU à 45. Alors, on peut peut-être mettre le nez dedans directement pour ne pas perdre un premier nez éventuel. C'est très très fruité. Alors, il nous annonce des houblons aromatiques qui apportent à la Delta IPA des notes de litchi et de fruits de la passion. Ouais, fruits de la passion. Alors litchi, je suis pas expert, mais fruits de la passion. Fruits de la passion, ouais, il est bien là. Ouais. Très très chouette. Ça annonce quelque chose de très rafraîchissant. Alors, maintenant qu'on a mis le nez dedans, on peut contempler un petit peu la couleur. Belle couleur dorée. Très... Ouais, bien doré. Hein. Ouais, doré, très légèrement orangé, mais enfin bon, c'est vraiment plus sur le doré. Alors la mousse se tient plutôt pas mal. Une belle mousse, après je pense que la levure n'y est pas étrangère. Oui, relativement blanche, tout très 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 léger blanc cassé, mais c'est plutôt blanc. La turbidité, alors évidemment ici elle est bien fraîche, donc on a de la condensation qui se met sur le verre, mais voilà, c'est pas opaque, mais il y a un très beau voile. Voilé trouble. Ouais, c'est ça. Donc très très chouette. On la goûte ? Santé ? Donc, alors, c'est très très fruité aussi en bouche évidemment. J'ai été un peu surpris. La pétillance est quand même bien présente, je trouve. Bah, comme tu me disais tout à l'heure, c'est une levure de saison. C'est ça. Et donc forcément, ça va apporter un peu plus de pétillance et une mousse généreuse oui. aussi, quoi. Alors, elle est bien sèche. L'amertume en fin de bouche reste bien longtemps. Alors, elle arrive assez vite. Elle laisse d'abord place aux fruits, mais elle arrive quand même très vite derrière. Et là, je continue à vous parler et elle reste toujours elle reste toujours en bouche. Donc, c'est très très rafraîchissant comme bière. Je sais pas ce que toi tu en penses. Si, c'est très rafraîchissant après avoir beaucoup travaillé ou par des belles températures d'été comme on a eu oui. ici les quelques semaines qui sont venues. Ça fait du bien. C'est assez rare en Belgique que pour le signaler. Ouais. À l'heure où on enregistre ici, il y a eu 2-3 semaines de beau. C'est ça, oui. Il faut le noter. Ouais, exactement. Donc la Delta IPA, c'est la première bière en fait de Brussels Beer Project, lancée en 2013. Alors à l'époque, on dirait que c'est 50 ans en arrière, mais voilà, en 2013, c'est vrai que les IPA en Belgique, c'était pas ce qui... C'était pas foufou. Hein. Ouais, ça courait pas les rayons. Non, pas trop. Non. Et alors, elle a été produite un petit peu d'une manière un peu spéciale, et on pourra probablement reparler de ce genre de petit jeu, si je peux me permettre, plus tard dans l'épisode, mais... Au départ, cette bière faisait partie de 4 bières différentes, donc alpha, bêta, delta et gamma, et c'est un panel de 850 bruxellois qui ont élu cette bière la meilleure des 4. Donc voilà comment elle est née, cette bière. C'était la préférée de ces quatre bières là. Aujourd'hui, ça reste une de leurs références. Du coup, c'est pour ça que c'est la Delta IPA. C'est exactement ça, oui. Donc elle reste parmi leur gamme. Ils ont une gamme qui s'appelle All Star et je pense que c'est une de leurs bières la plus phare. Oui, même au magasin, moi c'est la référence de chez eux qui se vend le mieux. Oui. Pourtant, ils auront. Ouais, ça c'est un peu l'avantage et le problème de ce genre de brasserie, de ce qu'ils font, c'est que quand tu sors énormément de références, c'est vrai que il y a vraiment des références plus
ponctuel évidemment, et c'est bien d'avoir une gamme comme ça aussi qui reste. Oui, puis comme IPA, ça reste très accessible pour les gens qui veulent découvrir l'IPA. L'amertume reste quand même ok, quoi. Ouais. On n'est pas sur une amertume trop puissante, et le côté houblonné vient vraiment rafraîchir tout ça, et le côté fruité, ben voilà, ça. Je pense que c'est une IPA qui peut facilement se boire pour quelqu'un qui connaît pas encore le style et qui voudrait découvrir, quoi. C'est une bonne base pour commencer. Oui. Et que tu parles de l'amertume, comme la bière est sèche, elle reste vraiment très longtemps. Je trouve que c'est même toujours un peu en bouche, moi, cette amertume. Enfin, c'est vraiment agréable, c'est délicat, parce que moi à la base l'amertume très poussée, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est pas mon kiff ultime, mais voilà, là ça reste très 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 accessible en effet. Il nous l'annonce en 100% malt d'orge. La levure, on en a parlé, c'est une levure saison belge, et alors ça aura un petit peu d'importance dans la suite de l'épisode, mais là en l'occurrence les houblons qu'ils utilisent, c'est le Cascade, le Challenger, le Citra, le Mosaïque, et alors celui-là, si tu arrives à me le dire, l'a fait, le Smaragd. Je sais pas s'il y a une faute dans le truc, j'ai pas été voir, j'ai pas été checker en tout cas sur la bouteille, c'est bien un Smaragd. Alors c'est un G et un D qui se suivent, c'est pas spécialement facile à dire, mais voilà, ils utilisent ces 5 différents houblons là dans cette bière. On parle un petit peu de la brasserie. Tu as quelque chose à dire d'autre sur la bière pour l'instant? Bon, sur la bière, non. Je pense que ça reste assez facile à boire et très très chouette comme produit. Et c'est l'avantage d'être pas cher aussi en termes de prix. Donc. Oui. D'ailleurs, je ne me rappelle plus si j'ai le prix sur. Oui, sur le site internet, il l'annonce à 2,20 €. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, je crois que au magasin, je dois être dans les 2 € et quelques. Ouais. 2,10 €. Ouais, c'est ça. Même un peu moins cher que sur le site, je pense. C'est ça, oui. La brasserie Brussels Beer Project, brasserie créée en 2013 par Olivier de Brouwer et Sébastien Morvan. Alors, je m'excuse si c'est pas la bonne prononciation, Morvan, Morvan, je ne sais pas du tout comment on le dit, mais enfin. Ils ont commencé l'aventure à Bruxelles, rue d'Ansart, soutenue par 369 personnes via financement participatif. Et alors, inauguré en 2022, aux alentours de mai 2022, un nouveau site à Anderlecht sur le bassin de... Alors, de nouveau, ça, c'est mon néerlandais qui me fait défaut, mais Bistebroek, je ne sais pas si je le prononce bien. Si vous êtes néerlandophone, n'hésitez pas à me dire si je l'ai bien prononcé. Ce nouveau site a vu le jour et permet à la brasserie de brasser toutes ces références. Avant, ils faisaient brasser ils faisaient brasser en extérieur, et là, ils ont pu tout rapatrier chez eux. Soutenu à présent par plus de 5500 crowdfunders, la brasserie continue à innover, crée toujours depuis 11 ans 12 nouvelles références par année. Alors ça, c'est ce qu'ils annoncent sur le site internet. Je pense en toute honnêteté qu'il y a plus de références que ça par an, mais voilà, il s'était fait apparemment la promesse de tenir les 12 références, je suppose, je pense par mois. Pour le crowdfunding, il crée chaque fois une nouvelle bière par mois pour les participants. Et voilà, après, ce sont pour la plupart des bières éphémères qui ne restent pas. C'est ça, oui. Et alors, ils adorent faire des collabs. Ils sont particulièrement créatifs dans notre scène brassicole belge. C'est vrai que ça a été certainement une des premières brasseries où on a vu qui revenait tout le temps avec d'autres références. Au départ, on n'était pas trop sur ce... Ouais, c'est une des brasseries qui a le plus testé, le plus innové, qui a apporté un peu un vent de fraîcheur assez rapidement au niveau du renouveau des microbrasseries belges. Donc ouais, ça a souligné, ils ont une belle place dans le monde brassicole belge. Oui. Je me suis permis de reboire un petit coup sur le temps que tu parlais. Au nez, le fruit s'estompe tout doucement et laisse tout doucement venir un côté maltais.
mais bon, c'est quand même toujours le fruit qui prédomine. Elle est très chouette. Je suis content de l'avoir redécouvert aujourd'hui parce que ça faisait déjà un bout de temps que je n'en avais plus bu. Donc voilà, je suis content de l'avoir redégusté avec toi. Je voudrais parler juste 2 mots du site de Dansart. Donc ça c'est la première base, je vais dire, de la brasserie. C'est là qu'ils ont commencé. Maintenant, comme ils ont migré à Anderlecht, le site Dansart est toujours d'actualité, mais c'est plus pour tout ce qui est expérimentation et aussi, là c'est une partie qui me plaît, c'est pour tout ce qui est bière acide. Donc, ça porte le nom, hein, les bières Dansart. Alors, je fais un petit coucou à Hélène que vous avez probablement entendu dans l'épisode précédent, qui nous avait fait découvrir la gueuse Dansart. Donc voilà, je lui fais un petit coucou. Si vous voulez d'ailleurs visiter si vous voulez d'ailleurs visiter la brasserie, n'hésitez pas à contacter visitebrasserie.be, dont Laurent fait partie de l'aventure. Aussi, mais c'est pas ma région, donc ouais. Vous me verrez rarement sur Bruxelles. C'est ça. Donc vous avez beaucoup plus de chances de voir Hélène, du coup, vers là. N'hésitez pas et faites-lui un coucou de notre part. On parle aussi en 2 mots du festival qu'ils font. Oui, donc annuellement ils font un festival bière qui regroupe généralement une quinzaine de brasseries. Et dans ces brasseries, quelques brasseries étrangères, donc c'est toujours chouette à découvrir. La plupart des bières sont disponibles au fût, et alors cette année ils se sont donné le challenge de battre le record du monde de participants à un festival bière. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Mais bon, du coup ici par rapport à l'enregistrement, on sera diffusé juste après. Normalement, on tombera juste après, oui. Ce sera. Donc, si vous y êtes allé, j'espère que vous êtes bien plus. Ouais, ce sera. Ouais, je pense. J'ai pas le calendrier en tête, mais oui, je pense que c'est d'abord nos amis de visitebrasserie.be et puis on viendra juste après. Je ne sais pas si on ajoute quelque chose par rapport au festival. Je pense qu'on a dit. Non, on dit le principal. Ouais. Voilà, vous pouvez vraiment retrouver pas mal de bières de qualité. Et souvent, ce sont des brasseries avec lesquelles ils ont déjà fait des collabs au préalable qui sont présentes ou des brasseries à découvrir. Donc voilà. C'est ça. Juste un petit détail aussi. C'est pas quelque chose qui change le goût de la bière, mais si vous allez sur le site de Anderlecht, il y a Biergarten aussi. Donc vous pouvez boire des bières là-bas. Voilà, je pense que par rapport à la brasserie, on a fait le tour large, donc on peut peut-être passer à la suite. On passe à la suite. Allez. Alors la suite, on en a tout petit peu parlé en off, mais ça m'a un petit peu déstabilisé parce que ce que je vais vous présenter maintenant, c'est quoi ce style. Donc on a été chercher le style dans le BJCP. Et j'ai été chercher le style, alors comme ça vous avez la référence 21B, spécialité IPA, et c'est l'IPA belge, pardon. Alors, je vous dis pourquoi j'ai été un petit peu perturbé, c'est que la Delta est une IPA belge et n'est pas une IPA belge. C'est un peu des deux. Je vous dis pourquoi en 2 mots. C'est que l'IPA belge, en règle générale, c'est en somme une interprétation d'une American IPA, mais avec une levure belge et une levure belge, et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Des houblons aussi merci. Européens. Voilà. Et contrairement à l'American IPA, des houblons européens en effet. Ici, on a bel et bien une levure belge, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous avais dit que ça avait son importance plus tard, c'est bel et bien une levure type saison, donc levure bien belge.
Mais en l'occurrence, les houblons ne sont pas européens, en tout cas pour la plupart. Alors notre fameux houblon imprononçable, ou difficilement prononçable, je ne sais pas d'où il est. Ouais. Donc voilà. Il y a aussi, et je vais vous dire comme ça vous situerez dans le style IPA belge, l'IBU se situe entre 50 et 100. Ici, la bière est annoncée à 45, donc on est légèrement en dessous de la bonne unité, je vais dire. EBC entre 10 et 16 environ. Là, par contre, je pense qu'on est dans le bon. Hein. Et alors, la teneur en alcool pour le style IPA belge, normalement, c'est entre 6,2 et 9,5. Là, en l'occurrence, on est à 6. Alors, on va pas chicaner. Si on est pointilleux, si on fait partie de jury d'un concours, là, en l'occurrence, on n'est pas dans le style. On s'en rapproche tout doucement, mais c'est vrai qu'on est hors catégorie. Par contre, j'avais bien mis le même tableau pour les American IPA et les IPA anglais aussi. Là, en l'occurrence, on est beaucoup plus dans les paramètres de la delta. On est dans le bon cadre. On est plus dans le bon cadre, si ce n'est que voilà, la levure là en l'occurrence n'est pas belge, mais voilà, ça donc elle se partage un petit peu dans les styles IPA, mais voilà, c'est une bonne référence de chez nous. Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de l'histoire de l'IPA? Oui. Dis-nous. Alors, historiquement parlant, il y a quand même une création, on dirait, historique de l'IPA, mais elle est difficile à définir. Donc, l'histoire que tout le monde connaît, c'est évidemment les Anglais avaient des colonies en Inde, et donc pour que la bière puisse traverser les mers et arriver plus ou moins fraîche et tenir là-bas un petit moment, les brasseries blindaient leurs tonneaux de houblon pour aseptiser la bière et être certain que les gens ne soient pas malades en la buvant en arrivant. Ouais, le trajet durait quand même 3 mois et demi. J'ai jamais fait. Non. Non. Et est-ce qu'il ne montait pas tout petit peu le degré d'alcool aussi pour ces bières? Légèrement, mais c'était pas vraiment ce qui prédominait. Oui, par rapport au ale classique anglaise, on montait un tout petit peu en alcool. C'est ça. Donc tout ça a aidé à ce que la bière soit buvable et on va dire même meilleure pour la santé que de boire de l'eau là-bas finalement. Oui. Et donc, à un moment donné, il y a un brasseur anglais, Monsieur Hodgson, qui s'est défini comme étant le créateur de l'IPA. Mais bon, à savoir que on en envoyait déjà avant. Oui. Le style n'était pas vraiment défini, mais le fait de mettre du houblon dans les barriques existait déjà depuis un moment. Oui. Donc, le fameux monsieur faisait partie de la Bow Brewery. Alors certains disent aussi que c'est eux qui exportaient le plus. Voilà, il y avait plusieurs brasseries qui exportaient. Je pense qu'ils ont profité. Oui, c'est ça. Hein, donc il y a Burton aussi. Il y avait Bass. Voilà, il y avait d'autres brasseries qui, lors de la révolution industrielle, en ont profité pour envoyer pas mal de bières en Inde, quoi, parce qu'on a commencé à avoir des outils un peu plus mécaniques, et donc ça permettait de produire plus, quoi. Oui. Et alors les dates à retenir après, c'est la prohibition en 1900. Donc, c'est-à-dire qu'on a interdit en Angleterre à un moment les bières au-delà d'un certain taux d'alcool, puisqu'on voulait que les ouvriers puissent continuer à travailler correctement, quoi. Ah oui.
Voilà. Et comme si ça suffisait pas pour la guerre, en 10 ans plus tard, ils ont pas mal taxé les brasseries et les produits pour simplement faire une trésorerie pour préparer la guerre. Donc, voilà. Donc ça a été deux raisons qui ont tué l'IPA, puisque l'IPA était trop haut en alcool par rapport à ce qui était défini par la loi anglaise. Et en même temps, comme c'était les brasseries n'arrivaient déjà pas à suivre à ce moment-là, le fait de les taxer de manière supplémentaire a été le coup de grâce, on va dire, pour ces bières qui nécessitaient pas mal de houblon et donc qui avaient un coût un peu plus important que les bières classiques. Oui. Et alors c'est dans les années 70, 80 qu'aux USA il y a eu vraiment une vague de renouveau de l'IPA où ils se sont un peu appropriés le style, ils l'ont un peu dépoussiéré et comme ils avaient pas mal de régions où le houblon poussait à foison et où il était cultivé et donnait un côté houblonné beaucoup plus fruité, etc. Ça leur a permis de relancer différents styles, on va dire, d'IPA, quoi, par rapport à l'Angleterre, quoi. Ouais. Et puis surtout aussi, c'est la période où là, aux États-Unis, ils ont pu rebrasser chez eux. Oui, c'est ça. Hein, donc ils ont pu rebrasser chez eux, mais c'est aussi le fait d'avoir cette culture du houblon qui s'est vraiment développée sur des sols qui étaient vraiment propices à ça, oui. et où ils ont pu jouer et créer des houblons assez aromatiques. Voilà, le houblon étant une plante qui pousse un peu partout. C'est ça. C'est limite une mauvaise herbe entre guillemets, mais quand elle est cultivée, elle peut donner de très belles fleurs. Ah, et qui servent bien. Bah oui. Mais c'est vrai que ça poussait un peu partout à l'époque. Oui, c'est ça. Et donc, le fait d'avoir un terroir un peu propice à ça pour avoir des houblons plus fruités, ça a aussi aidé à cet essor de l'IPA américaine. Et puis, évidemment, tout ce qui se passe en Amérique est souvent reproduit 10 ans ou 15 ans plus tard en Europe. Oui. Et donc, on peut parler qu'en Europe et en Belgique, on a commencé à revoir des IPA dans les années 90, 2000. Voilà. Et puis ici, plus localement, la Delta, la Houpe sur Namur, qui était définie comme une triple légèrement IPA. Plusieurs bières ont contribué comme ça à l'essor de l'IPA chez nous. Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans le BJCP, je le reprends très vite, les exemples commerciaux, il parle de la brasserie Vivent, je sais pas comment on le prononce de nouveau. Viven, ouais. La Triomphe, la Houblon Chouffe. Il parle de la Chouffe. Ouais, mais ça c'est les Américains. Parce que, autant c'est une bonne bière, autant on reste quand même léger de nouveau pour avoir le côté IPA, quoi. Ouais. Et la Urtel Hop It. Donc voilà, c'est ce qui est stipulé dans le BJCP. Excuse-moi pour t'avoir interrompu. Voilà, mais écoute, là on a fait plus ou moins le tour de l'histoire des IPA. Voilà, donc, on est bien avec ça, je pense. D'accord, ok. J'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Alors, tu as déjà à moitié répondu dans l'introduction de ce podcast, mais est-ce que tu n'en as pas trop vu et trop bu, toi, de l'IPA ? En plus, toi au magasin, encore plus que moi, je suppose, mais... Étant un style de bière assez frais, qui se boit toute l'année, puisque en hiver on peut passer sur des triple IPA, donc plus haute en alcool et plus ronde. Je pense que c'est un style de bière qui peut se boire vraiment toute l'année. Et voilà, moi j'aime bien ce côté frais, houblonné, floral, fruité. Oui, mais non, en hiver on boit des bières barriquées. Mais oui, d'ailleurs, il y a des brasseries qui font aussi des IPA barriquées. Oui, ça. Alors. Tu te rappelles qu'on n'avait pas goûté ça? Si on avait goûté, je pense ça. Alors, si tu fais appel à ma mémoire, là, on est dans le caca, hein, parce que je suis nul pour ça. On a goûté ça quand, dis-moi. Mais je me demande si non, je pense qu'on n'a pas goûté ça. Mais je pense que je te ferai goûter ça. D'accord, ok. C'est la brasserie Biségu qu'on avait présentée pour le festival, la brasserie française. Oui. On avait goûté nous une sour, je pense. En tout cas, je ne m'en rappelle pas, mais j'irai revoir l'épisode. Oui.
Ça ferait des vues et des écoutes en plus. Mais enfin voilà, du coup on peut, c'est un style de bière qui est tellement large, qui a tellement de propositions que finalement je pense que tout un chacun peut trouver un peu son compte dans l'IPA. Des IPA plus amères, d'autres plus fruitées, d'autres plus hautes en alcool, d'autres plus légères, Oui. voilà, d'autres plus rondes. D'ailleurs, Je pense qu'il y a de quoi faire plaisir à tout le monde et qu'elle soit accessible à toutes, Oui. à tous. D'ailleurs, je ne sais pas si ça viendra plus tard dans ta présentation, mais on avait parlé des différents styles d'IPA. Je ne sais pas si tu veux l'évoquer. On peut l'évoquer maintenant et après on fera un petit jeu en parlant des houblons. D'accord, ok, avec plaisir. Donc au niveau des IPA, on peut identifier déjà 3 familles de bières. Donc il y a les English IPA qui sont finalement les IPA originales, Oui. les originales quoi, qui sont beaucoup plus amères avec des houblons plus floraux et plus terreux. On a ensuite les American IPA qui sont légèrement plus hautes en alcool et avec une amertume un peu prononcée et en même temps un côté très fruité avec des houblons beaucoup plus aromatiques. Oui. Résineux un peu chez eux aussi. Oui, résineux, Ouais. légèrement résineux. Et alors on a la double IPA qui est une grande famille à part de l'IPA classique, plus haute en alcool, un peu plus ronde et légèrement plus chargée en houblon. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu parles des sous-catégories? Oui, après, je pense que vous avez tous vu déjà dans les magasins, il était mis Rye IPA, White IPA. Donc voilà, on a différentes déclinaisons des IPA classiques. Donc la Rye IPA, c'est une IPA au seigle. La Belgian IPA, c'est celle qu'on est en train de boire avec une levure typiquement belge et normalement des houblons plus européens. La Sour IPA, qui est une IPA acide, enfin légèrement acide, on n'est pas sur l'acidité d'une gueuse évidemment. Alors la Hazy IPA ou New England IPA, c'est la même chose. Donc si vous voyez Hazy IPA ou NEIPA sur une bouteille, une canette en magasin, c'est la même chose. La Brut IPA, qui a une méthode, une levure de champagnoise. La Red IPA qui elle est faite avec un malt plus foncé, plus foncé, on se bien plus en ambré quoi, avec Ouais. du blond plus terreux. Ouais, qui aussi, je vais dire, ressent peut-être plus à l'English IPA parce que. Oui c'est ça, on est plus basé sur l'amertume Ouais. que l'American IPA. Donc la White IPA avec une base de blanche, la Black IPA on est sur une base Non. non. Ça on n'en boit pas. On n'en boit boit pas. Je fais un petit coucou aux invités du dernier épisode parce qu'on en a parlé en off. Certains aimaient ça. Non, on boit pas de la Black IPA. Pardon pour tous ceux qui aiment, c'est évidemment buvez tout ce que vous voulez. Mais moi c'est vraiment pas ça me déstabilise donc. Enfin voilà, j'ai déjà dit 1000 fois, je le redis encore une fois donc. Voilà. On a aussi la session IPA pour les journées plus chaudes, donc des IPA plus légères en alcool, quoi, Ouais. généralement en dessous de 4 degrés. Et alors on a la milkshake IPA, qui est une IPA dans laquelle on va rajouter un peu de lactose pour arrondir l'amertume et faire ressortir le côté fruité. Voilà. Et il y a sûrement encore d'autres styles qui ne sont pas repris ici, parce que tous les jours on expérimente C'est ça, dans les brasseries. On innove. Oui, c'est ça, on innove. Donc voilà, je pense qu'il y a plus assez de place sur le sur le spot ici. Exactement. Si tu devais toi choisir dans ce que tu viens de présenter, tu as plutôt une préférence pour voilà le style historique ou alors il y a d'autres choses qui te. Oh, ça dépend vraiment des moments. Je veux dire, clairement, s'il a fait chaud, je vais vouloir une IPA plus sèche, Ouais. moins fruitée, vraiment quelque chose de plus désaltérant. Et s'il fait, on va dire, beau, ok, quelque chose de plus houblonné. S'il fait plus frais, on va monter sur une double IPA. Voilà, Ok. ça va vraiment dépendre. Comme pour une bière classique, en fait, chaque bière a son moment. Et puis, ça dépend aussi à qui on la boit, quoi. Exactement.
Est-ce qu'on passe sur la dégustation suivante? Tu nous as organisé... Ouais, enfin la dégustation suivante, c'est un petit jeu. J'achève juste mon verre avant. Oh oui, Et je t'en puis, prie, je t'en prie. Je prépare ça. Je... Tant que tu fasses une petite discussion avec les auditeurs. Mais je vais justement en profiter pour vous dire, c'est le moment de vous abonner aux différents réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Instagram. La vidéo sera disponible aussi sur YouTube, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller également vous abonner et voir ce que Laurent fait sur sa page Zitolo, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et donc voilà. Et si vous êtes tout proche de chez lui, n'hésitez pas à réserver un petit atelier. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares ici, mon cher Laurent? Je vois de jolies canettes. Alors, on va dégager le verre qu'on a déjà pris. Hop là. Alors, ouais, on va peut-être faire comme ça pour ne pas se tromper et bien savoir ce qu'on boit. Donc... Alors il est temps de parler un peu de ce qui est vraiment caractéristique de l'IPA. Oui. Et donc on va parler du houblon. Le houblon. Alors ici. Alors le houblon, c'est une plante grimpante. Donc en fait c'est un peu comme du lierre, si vous voulez, ce genre de plante là. C'est de la famille du cannabis pour ceux qui... C'est un cousin éloigné. C'est un cousin éloigné, voilà, très éloigné. Mais vous ne serez pas stone en buvant de la bière de houblon dedans. Alors, il y en a qui ont déjà essayé de fumer, mais ils ont eu des problèmes. Le houblon, non. Par contre, si tu abuses de la bière, tu vas être stone aussi, mais ce sera pas à cause spécialement du houblon. On est bien d'accord. Et donc, on est sur une bière sur une plante qui va monter à plus ou moins 10 mètres de haut. Qui peut se cultiver un peu partout parce que c'est une plante très résistante et qui pousse, on va dire, comme une mauvaise herbe, quoi. Et alors on utilise évidemment les fleurs femelles pour faire de la bière. Qu'est-ce qu'on ferait sur les femmes? Ah ben écoute, elles sont partout. Mesdames, vous êtes extraordinaires. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc généralement, une plante de houblon a une durée de vie de 10 à 30 ans. Et alors, on peut dire que ça se récolte principalement au mois de septembre, octobre chez nous, et au mois de mars pour les pays du Sud. Ce qui nous permet chaque fois d'avoir les versions... Alors, Harvest, je sais pas si je prononce bien. Notamment la brasserie de Ranc qui a une très bonne Harvest. Oui. Donc, ici, dis-nous un peu. Alors ici le petit jeu. Je nous ai trouvé chez la brasserie Sirène 3 bières qui sont des IPA. Sont des single hop, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser un seul houblon dans les bières, et donc le but va être de reconnaître les houblons qui ont été utilisés pour la bière. Alors je te le dis d'office, je ne connais pas assez les houblons. Alors comme j'ai dit au préalable, c'est pas forcément moi ce qui m'attire le plus les bières houblonnées. Donc voilà, je vais goûter. J'espère voir une nette différence entre les différentes canettes, mais je ne promets vraiment pas de reconnaître. J'ai mon petit copion. D'accord. Et donc en cas, j'essaie de t'aider. Ouais, alors c'est pas en cas, c'est sûr et certain, tu vas m'aider parce que là en l'occurrence. On va commencer par la A. D'accord. Alors. Rien qu'à l'ouverture, on sent déjà le houblon. Alors les 3 canettes ont, je vais dire plus ou moins le même visuel, si ce n'est que la bière A est verte,
La B, si je ne me trompe pas, tu les as bien mis dans le bon sens, oui, est bleue. Et la C est jaune. Ouais, jaune. Alors il y a à chaque fois des petits flips, mais Est-ce que j'ouvre les trois et on les compare? on va peut-être sortir Une à la fois. une par une et puis on fera les trois pour ne pas louper quelque chose. Alors sur celle-ci, alors c'est très frais au nez, je trouve. Par contre, peut-être que je me trompe, mais justement, je parlais du nez résineux. Je trouve que dans celui-ci, on a un petit peu ce nez-là, mais Légèrement, mais on va être plus sur quand même les fruits tropicaux. ouais, j'ai quand même. Alors, je suis d'accord, hein, c'est très fruité. Ça, je relèverai à ça. Mais j'ai ce côté ouais, résineux. Oui, ouais. Moi, j'ai quand même plus les fruits tropicaux, mais D'accord, ok. après, on a chacun Exactement. notre nez. Ok, top. Bah, on peut quand même parler de la couleur. Alors, la turbidité plus forte que la Delta tout à l'heure, je pense. Enfin, je voudrais pas me laisser biaiser de nouveau par la condensation, mais Ouais, on a une couleur légèrement plus claire. oui, c'est ça. On reste quand même sur du doré, mais Oui, un peu plus jaune que un peu tout à plus l'heure. jaune. Ouais. Ouais. Bah, la mousse se tient quand même bien aussi. Euh, je te propose, on la goûte maintenant ou Allez, on la goûte maintenant. allez, sortez. Alors, je trouve, on vient de la Delta. Je trouve qu'elle est beaucoup plus fruitée et plus rafraîchissante encore que la Delta. Mais je maintiens à dire que j'ai le côté résineux sur celle-ci. Ou On alors, est légèrement plus faible en alcool, on a un 5,5. d'accord. On va être un 5,5 sur les trois. Oui. Oui, c'est plus frais, plus fruité. Et après, je pense que c'est une question de levure. On est à un peu moins de pétillance aussi. Et une mousse moins consistante. Et ouais, elle est moins sèche. Elle est Que- moins sèche, probablement due à la levure, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Alors, tu vas nous servir La B. la B, oui, qui est plus sur le côté bleu. Alors, je parle bien de la canette, évidemment, hein, pas, pas de la bière. Alors, de ce que je peux voir, j'ai l'impression qu'elle est chouïa plus foncée et peut-être un petit peu plus translucide. Maintenant, je ne sais pas si il parle de sédiments là dans la. Ouais, peut contenir des sédiments évidemment. Ouais. Alors c'est en anglais. Je ne vais pas traduire tout maintenant. Alors là, je te propose de mettre ton nez dedans. Alors tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai même presque plutôt hop, j'ai même peur de le dire. Petit côté animal sur celle-ci. Tu la vois plus comment toi? Oui, non, moi je vois plus là on peut retrouver le côté un peu litchi, Ok, oui. Ouais. un peu fruit de la passion, ce genre de truc. Alors c'est juste c'est juste ma perception en moi. Je préfère le nez de la première à la limite. Après ce que j'appelais ce côté animal au départ a tendance à s'estomper un petit peu. J'ai achouillé un peu le fruit maintenant, Oui, le fruit arrive bien. même avec une pointe, un petit côté
j'ai peur de le dire, mais un petit côté ananas. Mais Non, t'as raison. Petit côté ananas, fruit de la passion, un peu litchi comme ça. Donc c'est un houblon qui n'est pas d'origine américaine, celui-là. ok, Il vient d'ailleurs. On va goûter. on goûte. Santé. Santé. On est plus rond. Oui. Il y a moins d'amertume. Oui, entièrement d'accord. Elle est, elle me semble plus linéaire que l'autre, avec un peu moins de caractère. Moins punchy. Ouais, c'est ça, exactement. C'est probablement un houblon moins expressif, C'est ça, ouais. mais qui reste aromatique, quoi. C'est chouette, mais c'est limite. Alors, je voudrais pas que ce terme devienne péjoratif, mais c'est plus accessible. On est même moins sur l'amertume. Enfin, ça reste pas en bouche en tout cas. Je pense qu'il y avait déjà une nette différence entre la première et la Delta. Oui. Et ici, je trouve qu'on redescend encore. On a un petit côté raisin blanc aussi. Oui. Pas vineux, hein, mais vraiment raisin. S'il y a un petit côté raisin, alors ça donne peut-être une idée pour le houblon du coup. Ah. On va voir. On va voir. Tu me diras ce que tu en penses après. Alors, On va toujours s'occuper de la troisième. Ouais, exactement. La troisième, la canette C qui tire plus sur le jaune. De nouveau la canette, pas la bière. Merci à toi. Alors, celle-ci. Pardon, je parle loin du micro. Celle-ci, Il est facilement identifiable, celui-là. c'est vrai? Alors, au départ, j'avais comme des poètes de fruits rouges. Ouais. C'est juste. Et là, j'ai quand même un peu l'impression d'avoir demi-bounty dans... C'est ça. Fruits rouges, coco, c'est clairement identifiable comme houblon. Oui. Alors c'est vraiment déstabilisant parce que j'ai l'impression que le fruit rouge part et puis revient et puis repart et puis revient. C'est un peu bizarre. Ça s'en va. Ouais, la version karaoké du... La C, c'est clo-clo. Ah ouais, exactement. Ouais. Mais ouais, la coco quand même. Toi, tu sais, elle est houblon qu'il y a dedans. Le premier, j'ai un doute sur le premier. Oui. Le deuxième, pour moi, est facilement identifiable et le troisième encore plus. Mais alors, le deuxième, je n'aurais pas... je pense que j'aurais pas trouvé si tu n'avais pas dit la dernière info. Enfin... Je dis qu'il n'était pas américain. Oui, non, mais c'est pas ça. Et que j'avais un peu de raisin. Voilà, c'est ça. C'est plus ça qui m'a aiguillé sur un en particulier. Mais Et si on demandait aux auditeurs leur avis avec les infos qu'on a données, est-ce que voilà, jouez le jeu, mettez en commentaire les houblons que vous pensez, et ensuite d'ici 2-3 minutes, on vous dévoile quel houblon était dans quelle canette. c'est une bonne idée, ça. Oui. Intervenez avec nous, interagissez avec nous. On la goûte? On va la goûter. Hein. Bah oui, santé à vous. Santé. Alors au goût, moins les fruits rouges, un petit peu la coco. Par contre,
de nouveau, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, j'ai une impression un petit peu de savon sur celui-ci. Je je ne sais pas si Mais je pense que c'est la combinaison fruits rouges coco qui fait ce côté un peu d'accord. Savon de WC. De WC. Bah. C'est précis. Non, mais je veux dire, voilà, c'est sans être péjoratif, hein, mais je veux dire, voilà, ce petit goût particulier. C'est souvent un houblon que moi je ne travaillerai pas seul. Je laisserai de l'associer avec d'autres pour équilibrer un peu ce côté justement. Ok. Qui seul est parfois un peu trop puissant. Oui. La turbidité, elle est, je pense, plus ou moins entre les deux. Pour moi, on est sur la même chose que la première. Que la première, ouais, plus ou moins. Pour la deuxième, qui pour moi est plus claire, peut-être que les résidus de houblon sont. On l'a moins secoué, peut-être. Quand je regarde la première et la dernière. Ouais, c'est vrai que. Les couleurs sont toutes quasi identiques. Quand tu les mets une à côté de l'autre. La turbidité, c'est quasi la même chose. Ouais, c'est vrai que c'est la deuxième qui. Comparé à la deuxième, où là, ça semble très clair. Ouais. Est-ce que tu as, pardon, je parle pas dans le micro, sans révéler qui est quoi, mais tu as déjà une préférence sur une des trois? J'irais plus sur la A ou la B en termes de préférence personnelle. Je pense que la C, c'est un peu trop présent pour moi. Oui. Mais voilà, je pense qu'en single up, c'est compliqué. Enfin, après, ça reste agréable pour les gens qui aiment ce côté. Mais moi, je l'associerais à un autre houblon pour que ça soit plus équilibré. Oui. Et la première et la deuxième, pour moi, elles sont bien comme elles sont. Elles ont leur propre identité, ça reste équilibré, même s'il n'y a qu'un seul houblon, quoi. Bon, la première ou la deuxième, elles m'iront très bien. Moi, je dois bien avouer que j'ai une préférence pour la première. Et alors, la première, je sais pas si tu as remis ton nez dedans, mais je trouve que maintenant, il y a un nez relativement poivré qui ressort de celle-ci. Ouais, légèrement épicé. Bah voilà, moi j'ai une préférence pour la A. Alors j'espère que vous avez fini d'écrire dans les commentaires les houblons, parce qu'on va, je suppose, les révéler maintenant. Oui. Donc, vas-y, dis-moi la A. Alors franchement, la A, j'ai pas trop d'idées. C'est un houblon américain probablement le plus utilisé. Il y en a deux qui sont très utilisés. Amarillo, c'est un des deux. Amarillo ou Simcoe Non, plus que ça encore. Plus que ça qu'est-ce que je pourrais te dire comme ça ne me saute pas. Ça me saute pas. Dis-moi. Un petit goût agrume comme ça aussi, souvent. Tu peux retrouver un petit goût citronné. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas, je sais pas pourquoi j'ai pas proposé Citra, je suppose. Bah oui, c'est le Citra. C'est le houblon, je pense, le plus utilisé en brasserie. Pour les IPA en tout cas. Ok, le Citra. Et c'est dans les profils, il y a ça, du Citra. Faudrait que j'aille revoir un petit peu ça. J'avais une fiche qui présentait. Bonjour à nous. Si tu permets 30 petites secondes, j'ai mon petit livre à côté. Oui, avec les différents houblons. Je peux regarder, vérifier vite les profils. Bah écoute, justement, on discute avec les auditeurs. Ouais, bah écoute, prends-le justement, et moi je vais dire où j'avais cette petite fiche là. Je ne sais pas s'ils le font toujours maintenant, s'ils ont mis à jour ces informations-là, mais c'est vrai qu'à l'époque, sur le site internet de Yakima Chief, il y avait moyen d'aller voir le profil des différents houblons. Et voilà, c'était assez intéressant justement de pouvoir avant d'ouvrir la bière d'avoir une idée sur le profil que pourrait éventuellement avoir celle-ci. Donc voilà. Alors notre ami Laurent cherche dans ses feuilles. Alors ça, c'est la vieille école, tu vois, avec les feuilles. C'est top, mais pour faire alors que j'ai le PC à côté, après dans Google. mais c'est vrai que
faire des recherches, c'est beaucoup plus facile de taper dans la barre de recherche Tu sais quoi? que de tourner des pages. Alors je sais pas combien il y a de pages dans ton livret, mais là en l'occurrence. Mais n'hésitez pas, franchement. J'irai vérifier aussi moi pour peut-être mettre à jour cette fameuse page de Yakima Chief. Alors, nos amis, notre ami Citra, dis-nous. Alors, a priori, on doit être sur un profil agrumes, pamplemousse, citron vert, fruits tropicaux. Ok. Pas de côté poivré. Ok. Non, après, Je m'égare. C'est probablement moi. non, il y a un petit côté épicé qui ressort, mais je pense que c'est peut-être du fait qu'on l'a déjà ouvert depuis un petit moment. Ok. Alors, la deuxième, du coup, la canette B. Alors, là, honnêtement, j'avais pas d'idée, si ce n'est quand tu as dit le côté raisin. Je dois bien t'avouer que là, du coup, j'irai à l'aveugle sur le Nelson Sauvin, mais Eh bien, tu l'as. ah ben voilà. Mais honnêtement, tu ne m'aurais pas dit ce côté raisin. Je pense que je ne serais jamais arrivé à ça. Donc, c'est un houblon néo-zélandais qui apporte un côté un peu raisin blanc, assez fruits tropicaux aussi en même temps. Ok. Et là, on est vraiment bien dans le profil du houblon, quoi. Oui. Et alors le dernier, je salue certains confrères, je sais pas si je peux les appeler comme ça, qui sont anti ce houblon-là. Tu parles de certains sirotons, le houblon. Ouais, je pense qu'on parle de ça et on parle du groupe en tout cas. Et là en l'occurrence, c'est vrai que quand on parle noix de coco, on a quand même tendance, moi en tout cas, à foncer tête baissée vers notre ami le Sabro. Je ne sais pas si c'est celle-là qui est celui-là qui est utilisé du coup dans cette bière-ci, mais franchement, ça m'étonnerait que ce soit autre chose. Eh ben, tu as une fois de plus raison. On Oui. est sur le Sabro. Donc c'est vraiment identifiable, hein, fruits rouges, fruits tropicaux et noix de coco. C'est ce qui définit ce houblon et ça donne un mélange assez expressif qui peut parfois faire penser à un côté aromatique de savon ou désodorisant, sans être péjoratif encore une fois, on parle juste du parfum. Mais tu sais que moi je suis assez amateur de gros stout épais avec de la vanille, et parfois de la noix de coco. Je ne dis pas que c'est systématique, mais régulièrement le côté noix de coco s'estompe avec le temps. Enfin, quand c'est dans le verre et que ça respire, ça a tendance à un petit peu s'estomper. Ici, je trouve que ça fait déjà un certain temps et pourtant on sait quand même que certaines molécules ont tendance à s'évaporer. Ici, il reste bien. Ouais, franchement. Et alors, je tendance même à dire que avec le temps qui a passé un petit peu, elle s'équilibre. Oui. Au nez, très agréable. Enfin, pour ma part, quand je le regoute, j'ai un petit peu ce côté savon là qui ne me plaît pas spécialement, mais au nez, je trouve ça chouette. Voilà. Ça reste quand même, je pense, la première. Ma préférée des trois. Oui, la première est la plus classique, je dirais, pour l'IPA, et puis après, Nelson Sauvin, c'est un peu différent, et le Sabro, c'est vraiment plus original, et comme je dis, travailler avec d'autres houblons qui vont rééquilibrer le profil aromatique de ce houblon me paraît mieux. Oui. Eh ben, en tout cas, chouette découverte.
Ils sortent cette bière-là aux alentours de janvier, tu m'as dit? Oui, souvent c'est début d'année. Je sais pas s'ils l'ont fait les années précédentes, mais en tout cas cette année c'était relativement chouette. Là pour l'instant c'est clôturé puisque vous savez même voter et donner vos réponses en devinant, puisqu'il n'est pas mis sur la canette quel houblon c'est. Vous devez participer à un concours avec un petit QR code qui se trouve derrière la canette. Et voilà, souvent dans 4-5 mois plus tard où ils clôturent le concours. Eh ben chouette expérience en tout cas. Je suis content d'avoir fait ça dans ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur notre épisode IPA? Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de tout. Bon, on pourrait encore dire plusieurs choses. Je suppose qu'il y a moyen de toujours d'aller dans... Ce qu'on n'a pas trop parlé, c'est pour l'IPA, ce qui est nécessaire pour dans une IPA, c'est d'avoir un dry hopping. Donc c'est ce qui différencie par rapport à pas mal d'autres styles de bière, c'est qu'on va utiliser le houblon à froid pour vraiment donner ce côté aromatique, quoi. Même si on en a parlé dans l'historique. Oui. Je veux dire, la technique a été réutilisée et adaptée, je veux dire, pour que ce soit vraiment chouette. Ouais, surtout sur les American IPA pour Oui, c'est ça. Pour avoir le profil. Et ainsi, le houblon n'a autre chose qu'une vertu conservatrice. Oui. Il va avoir aussi une vertu aromatique et plaisante. Oui. Eh ben écoute, très chouette. Je suis content d'avoir fait cet épisode, malgré que de base, je le répète, Pas trop ta cam. c'est pas vers là que je vais d'office, mais voilà, content d'avoir redécouvert la Delta et d'avoir fait ce petit jeu, même si je pense que si tu n'avais pas été là, il y en a 2 sur 3 que je n'aurais pas trouvé. Mais voilà, là en l'occurrence, c'était quand même très chouette. C'est bon pour toi? Plus rien à ajouter là-dessus? Non. Buvez de l'IPA. Buvez de l'IPA comme les autres bières, quoi. Toujours avec modération, évidemment. Eh ben, je te remercie d'être venu encore pour cet épisode. Comme d'habitude, c'était un réel plaisir d'être à tes côtés. Merci beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux. Je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé! Santé!